L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Vendredi 21 novembre 1947. Il est 16h lorsqu'une petite foule compacte se presse au numéro 13 de la rue de Téhéran, située dans le beau quartier du 8e arrondissement de Paris. À un jet de pierre du célèbre parc Monceau et du boulevard Haussmann, le 13 rue de Téhéran abrite la galerie Magd, un haut lieu parisien d'art moderne. D'ailleurs, à y regarder de plus près, la foule n'est pas composée de simples badauds. On y aperçoit les écrivains Albert Camus et André Breton, ou même Michel Auriol, l'épouse du nouveau président de la République. Et c'est pas tout. La presse a également fait le déplacement, comme le prouve la horde de journalistes qui s'agitent pour récolter les bons mots ou prendre la bonne photo. Quel événement sont-ils venus couvrir ? La raison de toute cette agitation se dévoile sur une affiche de la galerie sur laquelle on peut lire « Exposition Baya ». La première exposition d'une jeune artiste algérienne de 15 ans, autodidacte. Nous sommes le 21 novembre 1947, il est 16h, et c'est l'heure H de mon histoire. Qui est Baya ? Cette question trouve bientôt sa réponse lorsqu'une jeune fille fait son entrée dans la galerie. Il n'y a même pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. On la reconnaît immédiatement, tant son incroyable aura et sa tenue vestimentaire contrastent avec le reste de la foule, qui a l'air bien monotone à côté d'elle. Pionnière de l'art moderne arabe, autodidacte, précoce, analphabète. Si on tend l'oreille, on entend des bribes de conversation qui complètent son portrait. À en croire le public parisien, l'histoire de Baya serait digne d'un conte de fées, prêt à être adapté au cinéma par Walt Disney. Peut-être est-ce une vision simpliste du succès de la jeune artiste. Toujours est-il que l'exposition d'une Algérienne âgée de 15 ans dans la plus grande galerie parisienne est loin d'être une chose anodine, surtout en 47. Baya naît le 12 décembre 1931 en Algérie, à Bordj El Kifane. Enfin, pour être plus exact, elle ne s'appelle pas encore Baya. Et d'ailleurs, la ville ne s'appelle pas non plus Bordj El Kifane. En fait, l'Algérie est déjà colonisée par la France. Le pays est alors considéré comme un département français. La ville porte donc un nom français, celui de Fort-de-l'Eau. Reprenons donc Fatma Haddad, plus connue sous le nom de Baya, née à Fort-de-l'Eau, située à une quinzaine de kilomètres à l'est d'Alger, la capitale du pays. Ce n'est pas encore une ville touristique jouissant de sa proximité avec la mer Méditerranée, mais une ville rurale, peuplée de fermes appartenant aux colons français et de champs dans lesquels travaillent les natifs algériens, ou, comme on les appelle alors, les indigènes. Le contexte colonial de l'occupation française de l'Algérie est indissociable de l'histoire de Fatma Haddad. Un an avant sa naissance, en 1930, la France célébrait en grande pompe le centenaire de la colonisation. La célébration avait duré 6 mois. 6 mois de fête, arrogante, pour commémorer le début de la conquête de l'Algérie. Alors quand Fatma Haddad vient au monde, les inégalités entre les colons français et les colonisés algériens sont déjà bien installées et continuent de se creuser. Conformément au code de l'indigénat, les Algériens et les Algériennes sont exclus de la société. Ils vivent dans une grande précarité, imposée, là où les colons français jouissent d'un grand confort et d'une bonne qualité de vie grâce à leurs privilèges. D'un point de vue plus personnel, l'enfance de Fatma est marquée par de nombreux malheurs. Le premier, la mort accidentelle de son père alors qu'elle est à peine âgée de 6 ans. 1 an après ce tragique événement, la mère de Fatma se remarie à un homme chez qui elle va s'installer. Elle emmène avec elle Fatma et son petit frère Ali. Ensemble, ils s'éloignent encore davantage d'Alger et s'installent à Délice. Délice, une ville côtière faisant partie de la Kabylie.
La Kabylie, c'est une région montagneuse historique du nord de l'Algérie. Le peuple kabyle est en fait une ethnie berbère, le plus ancien peuple d'Afrique du Nord. On retrace son existence à l'Antiquité. C'est loin d'être anecdotique dans la formation identitaire de Fatma Haddad, car la Kabylie est une terre ancestrale, faite de nombreuses traditions littéraires, mais aussi artisanales. L'artisanat kabyle est majoritairement féminin. Il concerne aussi bien les bijoux traditionnels que la poterie modelée à la main, le tissage, la broderie sur tissu ou encore le travail du bois et de la vannerie. La petite Fatma est profondément marquée par son environnement fait de femmes créatives, appliquées, manuelles. Ce qui la fascine particulièrement, c'est le travail de l'argile, un travail sensible, qui restera toujours dans un coin de sa tête. La jeune Fatma s'épanouit dans cet environnement très riche qu'est la Kabylie. Mais il faut tout de même s'adapter à ce nouveau mode de vie. Sans son père, mais avec le nouveau mari de sa mère et ses nombreux enfants. Dans cette configuration familiale, Fatma a du mal à trouver sa place. Mais un drame plus grand l'attend. Il se produit une semaine tout pile avant son 9e anniversaire. Le 5 décembre 1940, la mère de Fatma meurt alors qu'elle s'apprête à donner la vie. Fatma est présente à ses côtés lors de cette épreuve. Elle lui tient la main jusqu'au bout. Mais rien n'y fait. Sa mère ne survit pas. Elle meurt en couche. La jeune fille se retrouve orpheline à 9 ans. Cette tragédie est un raz-de-marée qui la bouleverse et la change à jamais. Face à l'immense perte que représente la mort de sa mère, Fatma décide d'adopter son nom. La mère de Fatma s'appelait Baya, B-A-H-I-A. Désormais Fatma s'appellera Baya, B-A-Y-A. Mais alors qui pour s'occuper de la jeune enfant désormais? Bien qu'orpheline, Baya n'est pas pour autant laissée pour compte. Un mois après le drame, sa grand-mère paternelle les récupère, elle et son petit frère. Nous sommes alors en janvier 1941. La jeune Baya retourne sur sa terre natale, à Fort-de-L'Eau. C'est ici que sa grand-mère vit. Elle est ouvrière agricole et travaille notamment dans une ferme horticole spécialisée dans la culture des fleurs. Cette ferme, c'est celle de la famille Farge. Rappelons que Fort-de-L'Eau est sous occupation française depuis le 19e siècle. Les fermes aux alentours de la ville appartiennent presque exclusivement à des colons. C'est bien évidemment le cas de la ferme des Farges, appartenant à Henri et Simone Farge, un couple de Français, qui s'étaient installés en Algérie après la fin de la Première Guerre mondiale. Ensemble, ils avaient décidé de se lancer dans la culture de fleurs. Ils se sont même spécialisés dans la culture des Strelitzia. Là, comme ça, ce nom scientifique ne doit rien vous dire. Mais peut-être connaissez-vous mieux son surnom. L'oiseau de paradis. Une plante dont la forme de la fleur orange n'est pas sans rappeler la tête d'un oiseau tropical. Baya est fascinée par cette fleur, qu'elle a tout le temps d'observer car, comme 98% des jeunes filles dites indigènes, elle n'est pas scolarisée. Comme beaucoup, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle est analphabète. L'enfant travaille donc auprès de sa grand-mère. Entre les champs de fleurs algériens et la galerie d'art parisienne UP, vous vous demandez peut-être comment le destin de Baya a pu basculer. Surtout qu'au temps de la domination coloniale française, la grande majorité des Algériens et des Algériennes vit dans la misère, sans perspective de changement. Peu de locaux parviennent à sortir des injonctions coloniales qui les assignent à un rôle que les colons ont choisi pour eux. C'est encore plus vrai lorsqu'ils n'ont pas de capital économique ou de capital social, comme c'est le cas de notre jeune héroïne. A priori, rien ne prédestine donc Baya à devenir une artiste admirée par les plus grands intellectuels français des années 40. Et pourtant, c'est ici, entourée des fleurs qu'elle chérit tant, qu'elle va faire une rencontre qui changera sa vie.
Baya ne le sait pas encore, mais c'est à la ferme des Farges qu'elle rencontre la personne qui va changer sa vie. Marguerite Carmina. Cette dernière n'est autre que la sœur de la propriétaire de la ferme. Comme elle, Marguerite est française, originaire de la ville de Toulon. Elle a quitté l'Hexagone en 1940 pour fuir le régime de Vichy alors que la Seconde Guerre mondiale ne faisait que commencer. Le projet de Marguerite et son mari, le peintre Frank McEwen, est de se rendre aux États-Unis en faisant d'abord une escale en Algérie. Marguerite raconte que la première fois qu'elle rencontre Baya à la ferme de sa sœur, les deux femmes ne se parlent pas. Baya est en train de tailler les fleurs. Marguerite est dans sa chambre à l'étage. Leurs regards se croisent, mais pas plus. Mutique et impassible, la jeune fille algérienne est une énigme pour la française. Énigmatique, Baya l'est, mais pas que. Elle est aussi magnétique. Elle fascine tout de suite Marguerite. Celle-ci décèle très vite sa sensibilité, qu'elle soupçonne d'entrée de jeu comme relevant de l'artistique. Preuve à l'appui de ses suspicions, des dessins d'enfants et des sculptures de sable réalisés par Baya, et qui la touchent en plein cœur. En tant que peintre amateur, se pourrait-il que Marguerite projette sur elle ses désirs artistiques? Eh bien, c'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'une relation commence à se tisser entre les deux. Elle se rapproche. Et quand Marguerite Carmina décide de quitter la ferme de sa sœur pour s'installer dans un petit appartement cossu du centre-ville d'Alger, elle désire emmener Baya avec elle. Elle demande donc à la grand-mère si elle peut s'occuper de sa petite fille. Enfin, officiellement Baya deviendra sa domestique. C'est en tous les cas la proposition de Marguerite à la grand-mère, qui accepte. Baya sera donc la bonne de Marguerite, en échange de quoi Marguerite versera une somme à sa grand-mère, comme un salaire finalement. Mais Marguerite a toujours en tête le potentiel artistique de la jeune fille, qu'elle compte bien l'aider à développer. Officieusement, Baya pourra se consacrer à la création artistique, mais seulement une fois le ménage et la cuisine terminés. Même si elle est désormais une artiste en herbe, Baya reste la subalterne de Marguerite. Les assignations coloniales ne sont jamais bien loin. En 1944, Marguerite Carmina se sépare de son compagnon. Avec Baya, elles emménagent dans un nouvel appartement à Alger. Le lien qui les unit se renforce encore plus. Pour la petite fille, la Française fait office de figure maternelle dans sa vie. Marguerite, quant à elle, veut aller plus loin dans la prise en charge de Baya, qu'elle considère comme sa fille. Elle décide de prendre en main son éducation. Elle embauche une institutrice pour lui apprendre à lire et à écrire. Marguerite est aussi une sorte de mécène. Elle prend l'orpheline sous son aile et l'encourage dans le développement de sa pratique artistique. Ce soutien est à la fois émotionnel et financier. Elle lui achète du papier, des pinceaux, de la gouache, de l'argile, bref, tout le matériel créatif dont une jeune artiste en herbe pourrait avoir besoin. La Française incite Baya à s'emparer de tous ces outils pour expérimenter et trouver son style. D'autre part, Marguerite est également consciente de la nécessité pour la jeune enfant de rester en lien avec sa culture algérienne et sa foi musulmane. Alors tous les dimanches, la jeune fille visite son oncle et sa grand-mère. Baya est encore en formation. Sa foi et ses racines font partie de qui elle est et de son identité. Marguerite ne souhaite pas l'en déposséder. D'autant plus que l'identité et l'histoire de Baya, c'est précisément ce qui nourrit son œuvre et sa singularité artistique. Et de ce côté-là, Baya n'a pas à forcer. Elle est naturellement douée d'un instinct artistique qui s'exprime avec une aisance folle. Baya se met à dessiner nuit et jour. L'art fait désormais partie intégrante de sa vie. C'est d'ailleurs à cette période que l'on peut dater le début de son travail artistique. Elle a seulement 13 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ses premières créations ne sont pas des dessins enfantins, mais de petites sculptures de femmes ou d'animaux. Puis viennent les peintures. Dès le départ, les œuvres de Baya sont exclusivement peuplées de femmes aux grands yeux fardés de noir, non sans rappeler le kohl, ce maquillage noir très populaire dans les pays arabes.
Baya représente ces femmes à la chevelure noire et aux longues robes à motifs originaux, qui dépassent souvent du cadre et qui rappellent les tenues kabyles. Ces personnages sont souvent représentés avec des enfants, sans doute en lien avec la perte précoce de sa mère. En tout cas, sans psychanalyser son œuvre, on peut tout de même affirmer que la maternité est un de ses thèmes récurrents. On y trouve aussi systématiquement des animaux, bien souvent des oiseaux et des papillons. Il y a également des fleurs, des fruits, une végétation luxuriante qui donne l'impression de jardin enchanté, voire paradisiaque. Les peintures de Baya sont un réel feu d'artifice de couleurs saturées, de couleurs qu'on ne voit à l'époque nulle part ailleurs. Et pour cause. Son univers artistique est indéniablement imprégné de son histoire personnelle, de son environnement fleuri, mais aussi de la culture arabe et kabyle, et de ses arts traditionnels comme la poterie ou le tissage textile. D'ailleurs, Baya ne fait pas que dessiner et sculpter. Elle s'inspire aussi des traditions orales et écrit des contes et des poèmes qu'elle illustre. Son travail est poétique et lyrique en tout point. Elle ne tarde pas à se faire remarquer. Marguerite Carmina connaît de nombreux artistes français auprès desquels elle vante l'incroyable talent de Baya. Très vite, le bouche à oreille fonctionne. Et lorsque le petit milieu artistique, culturel et intellectuel voyage en Algérie, il s'empresse de venir admirer le travail de la jeune fille. C'est notamment le cas du galeriste Aimé Magd, qui découvre le talent de Baya lors d'un voyage à Alger en mars 1947. Séduit par son œuvre unique en son genre et par son profil atypique de jeune artiste de 15 ans, il décide d'organiser une exposition qui lui sera dédiée dans sa très sélecte galerie parisienne. Il faut dire qu'Aimé Magd, c'est pas n'importe qui dans les années 40. C'est indéniablement l'une des personnes les plus influentes de l'art moderne. Il fédère autour de lui les plus grands artistes de l'époque. Pablo Picasso, Georges Braque, Jacques Prévert, Giacometti, Marc Chagall, rien que ça. En 1947, Aimé Magd vient de lancer sa nouvelle galerie parisienne, qu'il a inaugurée avec une exposition de son ami le peintre Henri Matisse. Après son voyage à Alger, il en est sûr, il veut que sa prochaine exposition soit dédiée à Baya. Rendez-vous est pris à Paris, le 21 novembre 1947. Le jour venu, le tout Paris répond présent. Les invités sont d'une élégance folle, ce qui témoigne sans aucun doute de leur classe sociale élevée. Les femmes portent du Christian Dior, qui a fait son tout premier défilé de mode quelques mois auparavant. Le tout enchapeauté de toques en fourrure pour parer au froid de novembre, qui présage l'entrée dans l'hiver. Les hommes, quant à eux, portent des costumes élégants, sombres et sobres. Au milieu de cette foule compacte et uniforme, il est aisé de distinguer l'artiste mis à l'honneur aujourd'hui. Baya est vêtu d'une magnifique djellaba blanche scintillante. Ses cheveux sont coiffés en arrière, sous un magnifique foulard de satin blanc qui fait ressortir des boucles d'oreilles en argent massif, typiques de la Kabylie. Malgré sa petite taille liée à son jeune âge, on ne voit qu'elle. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le nombre de journalistes qui l'entourent pour comprendre que c'est bien elle, la star du jour. Il est vrai que la presse a fait le déplacement en masse. Pourtant, des vernissages, il y en a toutes les semaines à Paris. Alors, pourquoi un tel engouement ? Évidemment, le talent et l'œuvre de Baya valent le détour. Mais je me dois de rappeler que son histoire est indissociable du contexte colonial qui régit les relations franco-algériennes. Depuis plus d'un siècle, la France a fait de l'Algérie une société inégalitaire. A priori, les indigènes, comme Baya, ne sont pas censés sortir des cases que le colonialisme leur impose. La jeune Algérienne est en ce sens une anomalie. Une exception qui intrigue et qui fascine. Mais c'est pas la seule explication à l'engouement que suscite son exposition.
Alors que les mouvements indépendantistes algériens se multiplient, la France tente de réfréner toute velléité anticolonialiste. Ainsi, en 1945, les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata sont une répression sanglante de la France envers la tentative insurrectionnelle de l'Algérie. On estime que ces massacres ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Alors, en 1947, le nouveau président français fraîchement élu, Vincent Auriol, tente d'apaiser la situation. Pour ce faire, il donne aux Algériens l'impression d'avoir dorénavant voix au chapitre dans le fonctionnement des institutions politiques de l'Algérie sous occupation coloniale. Il crée par exemple une assemblée algérienne qui est en fait un ersatz de démocratie, puisque la voix d'un colon compte pour 7 voix algériennes. Cette nouvelle considération, ou plutôt ces faux semblants de considération, s'expriment aussi à travers la culture indigène. Dans le cas de Baya, le vernissage de son exposition revêt en quelque sorte une fonction diplomatique. Considérer Baya, c'est considérer tout ce qu'elle représente, et notamment la culture musulmane. C'est d'ailleurs l'argument qu'avance le galeriste Aimé Magd dans son carton d'invitation à la première dame de France. Il lui écrit ceci. « La communauté musulmane nous écrit que la marque témoignée à la petite orpheline Baya nous crée un droit à la reconnaissance de l'Algérie musulmane tout entière. » La jeune Baya est donc instrumentalisée à ses dépens comme représentante des musulmans. Sa venue en France fait office de pansement entre les deux pays. Elle donne l'idée que l'amitié franco-musulmane persiste en dépit des récents massacres. Malgré l'admiration, la France des années 1940 porte un regard colonial sur la jeune orpheline algérienne. Ce regard s'exprime notamment à travers un orientalisme exacerbé. L'orientalisme, c'est un mouvement artistique occidental qui représente l'Orient de manière exotique et stéréotypée. L'orientalisme sert le colonialisme dans la mesure où il a servi à justifier la domination coloniale en expliquant la mission civilisatrice de l'Europe. Ouais, bien sûr, je mets là de gros guillemets. L'orientalisation de Baya se ressent aussi bien dans les articles de presse que dans le discours des intellectuels à son sujet. Aussi bien intentionnés soient-ils, tous projettent sur elle leur fantasme de la femme orientale. Camus écrit par exemple ceci. « Les invités du vernissage sont des sauvages et Baya, la princesse, au milieu des barbares. » Il reprend ainsi le cliché selon lequel le monde arabe serait arriéré et dangereux et fait de Baya une exception. D'ailleurs, l'histoire même de l'artiste est racontée comme un conte de fées colonial, celui de la jeune fille arabe sauvée par une occidentale. Et lorsqu'on la raconte, soit on amoindrit son talent, en considérant qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait et que son art est une pure coïncidence. Soit on est obligé de légitimer son succès par la reconnaissance des hommes influents de l'époque comme André Breton et Albert Camus. La couverture médiatique du vernissage montre très bien ce sentiment de supériorité européen. Dans le journal Combat du 2 décembre 1947, un journaliste écrit à propos de l'œuvre de Baya que, je cite, « La peinture décorative est un grand courant qui va des artistes préhistoriques aux imagiers celtiques et aux arabes et aujourd'hui à Matisse. » Il résume. Bref, du plus primitif au plus civilisé. Toute l'idéologie coloniale de l'époque est résumée dans cette terrible phrase qui hiérarchise les civilisations. D'ailleurs, le terme primitif revient souvent pour caractériser l'art de Baya. Certains disent qu'il est primitif car elle est autodidacte et qu'elle crée de manière instinctive, primitive. D'autres affirment que son art est naïf car elle ne respecte pas les règles de perspective. En tant que jeune fille originaire d'un pays colonisé par la France, ses intentions et son talent seront toujours questionnés, mais Baya est au-dessus de tout ça. Son art, elle ne l'explique pas, elle ne le définit pas. Il est libre, tout comme sa pratique.
Elle ne cherche pas à intellectualiser ou à expliquer. Elle dit ceci. Je peins ce que je sens. Je suis agacé quand on me demande ce que je veux exprimer à travers ma peinture. Je vous donne le droit d'y trouver ce que vous désirez. Au fond, peu importe le style de sa peinture ou les analyses. L'art de Baya permet de rendre compte de la richesse de la culture algérienne, qui est alors écrasée par la domination coloniale française. Son travail reflète l'imaginaire sincère d'une jeune fille arabe et kabyle. Il est alors assez rare d'avoir accès à ce genre de représentation. Qu'elle le veuille ou non, Baya casse les codes, et le succès de sa première exposition parisienne à la Galerie Magd est sans appel. À l'été 1948, elle est à nouveau invitée en France. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'une résidence dans l'atelier de céramique de Madoura, dans la petite ville de Valoris, située entre Cannes et Antibes. Dans cet atelier, elle côtoie d'égal à égal les plus grands artistes de l'époque, comme Pablo Picasso. Et à vrai dire, ce n'est pas Baya qui est impressionné par Picasso, mais bien l'inverse. Pourtant, on dit souvent que Matisse et Picasso seraient les inspirations de Baya. La réalité est tout autre. On compare Baya aux plus grands, mais si c'était plutôt les plus grands qui s'inspiraient d'elle. À ce sujet, Baya affirmera plus tard « Je n'aime pas emprunter. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, qu'on m'a emprunté des couleurs, par exemple. Des peintres qui n'utilisaient pas le rose indien, le bleu turquoise. Ce sont les couleurs de Baya. Elles sont présentes dans ma peinture depuis le début. » Quoi qu'il en soit, un an après son vernissage parisien, Baya est au sommet de la gloire. Consécration ultime. En 1948, elle fait l'objet d'une double page dans le magazine Vogue Paris. À seulement 17 ans, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant... Après le succès de son exposition à la Galerie Magd et les résidences d'artistes qui ont suivi, Baya est indéniablement la peintre algérienne la plus connue en France. En Algérie, il faut avouer que c'est plus compliqué. Enfin, disons simplement que là-bas, elle n'est pas encore l'icône que la France brandit. Mais il y a une raison à cet insuccès. La ségrégation entre les Européens et les Algériens n'y est pas pour rien. Les ateliers et les galeries d'art restent réservés aux colons. Comme de nombreux Algériens et Algériennes de l'époque, Baya est dans une situation délicate. Son succès est trop français pour incarner l'Algérie, mais son identité reste trop algérienne pour être élevée au rang des Matisse et autres Picasso en Europe. Malgré tout, sa carrière reste florissante. L'engouement du début n'est pas redescendu, au contraire. Elle prospère jusqu'au début des années 50, et plus précisément jusqu'en 1954. Ouais, si je précise l'année, c'est parce que cette date est loin d'être banale. Le 23 octobre 1954, le parti politique du Front de Libération Nationale est créé pour tenter d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. C'est ce qu'on appelle le FLN. Quelques semaines plus tard, le 1er novembre 1954, le FLN invite le peuple algérien à rejoindre la lutte. Dans la foulée, il lance ses premières opérations armées. C'est ce qui marque le début de la guerre d'indépendance. C'est aussi à ce moment-là que Baya arrête de peindre et d'exposer son œuvre. Y a-t-il un lien? Deux versions de l'histoire existent. Deux versions qui peuvent coexister. D'un côté, on avance que Baya ne peut créer lorsque son pays souffre. De l'autre, on affirme qu'une fois mariée, elle a arrêté toute création artistique. Il est vrai que la jeune femme se marie en 1953 à Mahfoud Mahiedine. Bien qu'il ait 28 ans de plus qu'elle, son mari est un artiste comme elle, puisqu'il est musicien de tradition arabo-andalouse. Avec lui, elle s'installe à Blida, une ville située à 1 heure au sud d'Alger, au pied du massif de montagnes de l'Atlas. Finalement, peu importe les raisons exactes de l'arrêt de sa carrière, la guerre d'indépendance algérienne y contribue, indéniablement. Et au-delà même de ses convictions, il y a là des raisons plus pragmatiques.
Tous ces mécènes et admirateurs européens installés en Algérie sont partis pour fuir la guerre. Baya n'a plus de soutien matériel ou financier. Cette traversée du désert est donc à la lisière entre la grande histoire et son histoire personnelle. Une chose est sûre, c'est après son mariage qu'elle arrête de peindre pour se consacrer à sa vie de famille. Et quelle vie de famille! Baya est la deuxième femme de Mahfoud Mahiedine. Lorsqu'elle l'épouse, celui-ci a déjà 8 enfants de son premier mariage. Baya tombe elle-même rapidement enceinte. Elle aura au total 6 enfants de lui. On comprend mieux pourquoi pendant 8 ans, elle disparaît des radars. Alors que la France voulait faire d'elle l'émissaire des relations diplomatiques franco-algériennes, que dire de son silence pendant cette période marquée par la guerre? Il ne faut pas sous-estimer Baya, comme l'ont fait les Français, qui l'ont prise de haut, elle, cette jeune fille étrangère qu'ils imaginent dépassée par la situation. Même si l'Algérie ne l'a pas appréciée à sa juste valeur pour ses accointances avec la France, elle sait très bien où elle se situe et où se trouve son cœur. Il ne fait aucun doute qu'il est en Algérie, et même en Algérie libre et indépendante. Alors pendant ces 8 années de guerre, Baya choisit l'anonymat. Mais chez elle, la création est un besoin viscéral. Même si ce n'est plus sa priorité, l'idée de reprendre un jour la peinture ne la quitte pas. Cette idée devient réalité en 1962. Mais pourquoi ce moment-là? Là encore, cette date n'est pas sans importance. Elle correspond à l'indépendance de l'Algérie. Au terme d'une guerre sanglante, l'Algérie et son peuple sont désormais libres. Libres de disposer d'eux-mêmes, de s'autodéterminer. Si le contexte politique est désormais favorable à la reprise de ses activités artistiques, comment Baya s'organise-t-elle dans les faits? Eh bien, elle va recevoir quelques coups de pouce qui vont lui donner l'assurance de se relancer. Tout d'abord, Marguerite Carmina, son ancienne tutrice qui est retournée vivre en France pendant la guerre, renoue le contact. Elle lui annonce qu'elle a vendu quelques-unes de ses œuvres restées à Paris. Elle joint à sa correspondance la somme d'argent qu'elle a réussi à lui négocier. Baya est aux anges. Elle qui pensait que Marguerite l'avait oubliée pendant la guerre. Elle est ravie d'apprendre que celle qu'elle appelle ma petite maman pense toujours à elle, et même qu'elle estime toujours ses œuvres. Malgré le temps passé, la relation entre les deux femmes est intacte. Baya reprend confiance en son travail. Mais à vrai dire, la personne qui a joué un rôle dans le second souffle de sa carrière, c'est Jean de Maisonseul. Un artiste français né en Algérie, partisan de l'indépendance algérienne. Il est également le mari de Mireille Farge, la nièce de Marguerite Carmina. C'est grâce à elle qu'il a découvert le travail de Baya, avec qui il a lié une amitié au fil du temps. Une fois l'Algérie indépendante, Jean de Maisonseul se voit attribuer un nouveau rôle. Le nouveau gouvernement algérien lui confie la gestion du patrimoine artistique du pays. Sa première mission est de rapatrier des œuvres d'art que les Français avaient emportées en quittant le territoire algérien au début de la guerre. Mais c'est pas tout. Il doit aussi créer une collection permanente d'art algérien. Il devient en quelque sorte le conservateur du musée des Beaux-Arts d'Alger. Il décide d'ajouter de nouveaux artistes algériens au catalogue du musée et parmi eux, il intègre les œuvres de Baya, qu'il soutient assidûment. Juillet 1963. Pour célébrer le premier anniversaire de l'indépendance, le musée des Beaux-Arts d'Alger rouvre ses portes. Jean de Maisonseul y organise la première grande exposition d'une nouvelle vague de jeunes artistes algériens. C'est à cette occasion que les œuvres de Baya sont exposées dans son pays pour la première fois. Soit 16 ans après sa première exposition parisienne. Mais celle-ci a un goût différent. Avoir la reconnaissance de la plus grande institution culturelle de son propre pays, c'est autre chose. Baya écrit d'ailleurs à Marguerite que voir ses œuvres accrochées dans un musée, c'est extraordinaire. Elle avoue aussi que ce qui lui donne la force de reprendre la peinture, c'est l'achat de ses œuvres par le musée des Beaux-Arts d'Alger. Au début des années 60,
Baya a un nouvel élan artistique, même s'il lui faut un temps d'ajustement pour retrouver ses gestes et ses réflexes d'avant-guerre, son style est intact. Il s'est même enrichi de nouveaux éléments de sa vie, qui a bien changé en 16 ans. Par exemple, elle est influencée par la musique de son mari. Alors elle incorpore de nombreux instruments de musique dans ses tableaux. Baya ne veut plus jamais arrêter de créer. En 1982, son œuvre traverse à nouveau les frontières. Après lui avoir consacré un article en 1948, l'ancienne rédactrice en chef de Vogue, Edmond Charleroux, organise la première rétrospective consacrée à l'artiste. Celle-ci a lieu au musée Cantini à Marseille. Il est intéressant de noter que dans l'histoire de Baya, les personnes qu'elle a rencontrées lui sont restées fidèles toute sa vie. Le jour du vernissage, tout le gratin répond à nouveau présent. Même le maire de Marseille est là. Et c'est pas tout. Le président socialiste François Mitterrand a fait le déplacement, alors qu'il vient tout juste d'être élu. Qu'elle le veuille ou non, une exposition Baya est toujours politique. Mais ce serait bien réducteur de résumer Baya au contexte des relations franco-algériennes. Elle est une artiste libre, immensément douée, et qui a réussi à rester toute sa vie fidèle à elle-même et à ses racines sans compromission. Elle meurt en 1988 à Blida, sa ville de cœur, dans laquelle elle a créé son propre jardin enchanté. Même si Baya était reconnue de son vivant comme de nombreuses artistes féminines, elle est peu à peu tombée dans l'oubli et a été effacée des livres d'histoire de l'art. Depuis quelques années, un regain d'intérêt pour sa personne et son art transcende les frontières de l'Algérie ou de la France. Après des expositions à Londres, New York, Venise ou Abu Dhabi, ses œuvres sont aujourd'hui visibles au Musée des Beaux-Arts d'Alger, mais aussi à la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, ou encore à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot. Une écriture largement nourrie par le livre Baya, ou le grand vernissage de Alice Kaplan et Baya, Femmes en leur jardin, le catalogue de l'exposition que l'Institut du Monde Arabe lui a consacré. Merci également aux équipes de LDV Productions pour leur collaboration. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.